L'hiver suivant amena cet événement surprenant du premier déplacement de Wilbur hors de la commune de Dunwich. Sa correspondance avec la Widener Library de Harvard, la Bibliothèque nationale de Paris, le British Museum, l'Université de Buenos Aires et la bibliothèque de l'Université de Miskatonic à Arkham n'avaient pu lui obtenir le prêt d'un livre dont il avait terriblement besoin. Si bien qu'il finit par se mettre en route en personne, râpé, sale, barbu, avec son parler barbare, pour consulter l'exemplaire du Miskatonic qui était le plus proche géographiquement. Faisant presque 8 pieds de haut et portant une valise bon marché toute neuve des magasins Osborne, cette brune gargouille à mine de bouc apparut un jour dans les rues d'Arkham en quête du volume redoutable gardé sous clé à la bibliothèque du collège. Le hideux Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred, dans la traduction latine d'Olos Wormius, imprimé en Espagne au XVIIe siècle. Il n'avait jamais vu la ville, mais n'eut d'autre idée que de trouver le chemin de l'université. Il passa en effet sans y penser, près du gros chien de garde au croc blanc qui aboya avec une fureur extraordinaire en tirant frénétiquement sur sa forte chaîne. Wilbur avait emporté l'exemplaire précieux mais incomplet de la version anglaise du docteur Dee que lui avait légué son grand-père, et dès qu'on lui eut communiqué le volume en latin, il se mit à collationner les deux textes dans le but de découvrir certains passages qui auraient dû se trouver à la page 751 de son propre livre incomplet. C'est là ce que par simple politesse il déclara au bibliothécaire, ce même savant, Henry Armitage, maître des lettres, docteur en philosophie Princeton, qui était venu une fois à la ferme et l'accablait maintenant de questions courtoises. Il dut reconnaître qu'il cherchait une sorte de formule ou d'incantation contenant le nom redoutable de Yog-Sothoth, et qu'il était embarrassé devant les divergences, les répétitions et les ambiguïtés qu'il rencontrait, si bien que la détermination était loin d'être facile. Pendant qu'il copiait la formule qu'il avait finalement choisie, le docteur Armitage regarda involontairement par-dessus son épaule les pages ouvertes. Celle de gauche dans le texte latin contenait des menaces monstrueuses contre la paix et la santé mentale du monde. « Et il ne faut point croire, disait le texte qu'Armitage traduisait mentalement, que l'homme est le plus vieux ou le dernier des maîtres de la terre, ou que la masse commune de vie ou de substance soit seule à y marcher. Les anciens ont été, les anciens sont, et les anciens seront, non dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils vont sereins et primordiaux, sans dimension et invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte, Yog-Sothoth est la porte, Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Le passé, le présent, le futur, tous sont un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens ont forcé le passage jadis et où ils le forceront de nouveau. Il sait où ils ont foulé les champs de la terre et où ils les foulent encore, et pourquoi nul ne peut les voir quand ils le font. À leur odeur, les hommes peuvent parfois connaître qu'ils sont proches, mais de leur apparence, aucun homme ne peut rien savoir, si ce n'est sous les traits de ceux qu'ils ont engendrés chez les hommes. Et de ceux-ci sont plusieurs espèces, différents par leur figure, depuis la plus véridique et eidolone de l'homme à cette forme invisible et sans substance qui est eux. Ils passent nauséabonds et inaperçus dans les lieux solitaires où les paroles ont été prononcées et les rites ont été hurlés tout au long en leur temps. Leur voix jargonne dans le vent et leur conscience marmonne dans la terre. Ils courbent la forêt et écrasent la ville. Pourtant, ni forêt ni ville ne peuvent apercevoir la main qui frappe. Kadath laisse, a connu dans le désert glacé, et quel homme connaît Kadath? Le désert de glace du sud et les îles englouties de l'océan renferment les pierres où leur sceau est gravé. Mais qui a jamais vu la ville au fond des glaces et la tour scellée, festonnée d'algues et de bernacles? Le grand Cthulhu est leur cousin. Encore ne les discerne-t-il qu'obscurément. Ya, Shub Niggurath. Vous les connaîtrez comme une infection. Leur main est sur votre gorge, bien que vous ne les voyiez pas.
et leur demeure ne fait qu'un avec votre seuil bien gardé. Yog-Sothoth est la clé de la porte par où les sphères communiquent. L'homme règne à présent où il régnait jadis. Ils régneront bientôt où l'homme règne à présent. Après l'été, l'hiver, et après l'hiver, l'été. Ils attendent, patients et terribles, car ils régneront de nouveau ici-bas. Le docteur Armitage, associant ce qu'il lisait avec ce qu'il avait appris sur Dunwich et ses menaces latentes sur Wilbur Whateley, son aura trouble et hideuse se déployant entre une origine douteuse et l'ombre d'un probable matricide, ressentit une vague de terreur aussi tangible que le souffle humide et glacé d'un tombeau. Le géant à mine de bouc, penché devant lui, semblait la progéniture d'une autre planète ou d'une autre dimension. Quelque chose qui n'était qu'à moitié humain et lié aux noirs abîmes d'essence et d'entités qui s'étendent tels des fantasmes de titans au-delà de toutes les sphères de la force et de la matière, de l'espace et du temps. Bientôt, Wilbur leva la tête et se mit à parler de cette voix singulière et vibrante qui faisait supposer des organes phonateurs différents de ceux du commun des mortels. « Monsieur Armitage, dit-il, je vois qu'il faut que j'emporte ce livre chez moi. Il y a d'autant des choses que je dois essayer dans certaines conditions que je peux pas avoir ici, et ce serait péché mortel de me laisser arrêter par une règle administrative. Laissez-moi l'emporter, monsieur, et jurerai que personne verra la différence. J'ai pas besoin de vous dire que j'y ferai bien attention. C'est pas moi qui ai mis cet exemplaire de Dee dans l'état qu'il est. » Il s'interrompit en lisant sur le visage du bibliothécaire un refus décidé, et sa face de bouc se fit ruser. Armitage, sur le point de lui dire qu'il pouvait copier les passages dont il avait besoin, songea soudain aux conséquences possibles et se reprit. C'était une trop lourde responsabilité que de donner à un être pareil la clé de ces sphères impies d'outre-monde. Whateley comprit ce qu'il en était et essaya de répondre d'un ton dégagé. « Eh ben, ça va, si c'est votre idée. Peut-être qu'Harvard fera pas tant d'histoire. » Et sans un mot de plus, il se leva, puis quitta le bâtiment à grands pas, en se baissant pour passer chaque porte. Armitage entendit les aboiements féroces du gros chien de garde et observa Whateley, tandis qu'il traversait de ses longues enjambées de gorille le bout de campus visible de la fenêtre. Il songea au récit extravagant qu'il avait entendu et se rappela les vieux articles du dimanche dans l'Advertiser. Tout cela et les éléments traditionnels qu'il avait recueillis auprès des paysans et des villageois de Dunwich lors de son unique visite. Tout cela et les éléments traditionnels qu'il avait recueillis auprès des paysans et des villageois de Dunwich lors de son unique visite. Des êtres invisibles étrangers à la Terre, ou du moins à la Terre tridimensionnelle, se ruaient, fétides et redoutables, à travers les vallons de Nouvelle-Angleterre, et ruminaient indécemment sur les sommets. Il en était convaincu depuis longtemps déjà. Maintenant, il lui semblait ressentir la présence proche d'une partie terrible de l'horreur envahissante et entrevoir une progression dans le ténébreux pouvoir de l'antique cauchemar autrefois inactif. Il remit sous clé le Necronomicon avec un frisson de dégoût, mais la pièce empestait encore d'une infection impie et inidentifiable. « Vous les connaîtrez comme une infection, » murmura-t-il. Oui, l'odeur était bien celle qui l'avait écœuré à la ferme des Whateley moins de 3 ans plus tôt. Il évoqua une fois encore Wilbur, bouc sinistre, et eut un rire de dérision pour les rumeurs villageoises sur sa filiation. « Union consanguine » se dit-il à mi-voix. « Grand Dieu, quel pené ! Montrez-leur le grand Dieu Pan d'Arthur Machen, et ils le croiront né d'un quelconque scandale de Dunwich. Mais quel être, quel maudit pouvoir sans forme de cette terre à 3 dimensions où d'ailleurs fut le père de Wilbur Whateley, né à la Chandeleur, 9 mois après la veille du 1er mai 1912, date à laquelle Arkham entendit parler pour la première fois des étranges bruits souterrains. Qu'est-ce qui hanta les collines cette nuit de mai ? Quelle horreur pour Roulmas vint se fixer sur terre sous une forme semi-humaine de chair et de sang. Au cours des semaines suivantes, le docteur Armitage entreprit de réunir toutes les informations possibles sur Wilbur Whateley et les présences invisibles qui hantaient Dunwich.
Il se mit en rapport avec le docteur Houghton d'Aylesbury, qui avait assisté le vieux Whately dans sa dernière maladie, et trouva ample matière à réflexion dans les dernières paroles du grand-père rapportées par le médecin. Une visite au village ne lui apporta rien de plus, mais l'examen attentif du Necronomicon, dans les passages que Wilbur avait si avidement recherchés, parut fournir de nouveaux et terribles indices sur la nature, les méthodes et les désirs du mal inconnu qui menaçait obscurément cette planète. Des entretiens avec plusieurs étudiants de Boston spécialisés dans les traditions archaïques et une correspondance avec beaucoup d'autres ailleurs le plongèrent dans une stupeur grandissante qui passa peu à peu par divers degrés d'anxiété jusqu'à devenir un état de véritable angoisse spirituelle. À mesure que l'été avançait, il sentit confusément qu'il fallait faire quelque chose contre les terreurs embusquées dans la vallée du Haut-Miskatonic et l'être monstrueux connu dans le monde humain sous le nom de Wilbur Whately.